Comme tous les jeudis, c'est l'heure de votre débrief de l'actualité tech avec nos invités. Alain Staron qui est en plateau, président cofondateur d'Artifil. Bonjour. Bonjour Cécile. Bienvenue sur le plateau. Dans quelques instants, Fabienne Billa va nous rejoindre. Je crois que vous nous avez rejoint d'ailleurs, Fabienne, conseillère en communication et stratégie numérique à l'Institut Sapiens. Alors, on ne vous entend pas. Ah, vous nous entendez, Fabienne ? Moi, je vous entends très bien. Super, ouais. bienvenue sur le plateau. Alors au programme, aujourd'hui on commence tout de suite par débriefer cette actualité avec la Russie. Après le blocage de Facebook et Twitter, eh bien, les Russes se ruent sur les VPN pour accéder à Facebook, pour accéder à Instagram. Est-ce que c'est la solution à la censure, Alain ? Tant que ça peut le faire, oui. Après, combien de temps ça va durer, mystère. Ouais. Parce qu'un VPN ne résiste pas à un État qui cherche à tout bloquer. Hein. Ouais. Mais c'est effectivement la solution aujourd'hui. Mais enfin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Si vous allez en Chine et vous voulez utiliser Google, il faut prendre un VPN. Ouais. Et alors, ça veut dire que tout le monde a les compétences aujourd'hui d'aller utiliser Non, un un VPN, c'est assez simple. Hein. Ouais. Sur votre iPhone, ouvrir un VPN, ça se fait en 2 clics. Ouais. Alors, c'est pas très compliqué. Il faut simplement que les infrastructures résistent derrière. Ouais. Donc, c'est peut-être pas la solution. À court terme, si. Il ne faut surtout pas se priver de n'importe quelle source d'information possible. Ouais. Mais il ne faut pas sous-estimer la puissance du pouvoir en place. Fabienne, si vous nous entendez, qu'est-ce que ça dit que d'un coup les Russes se ruent sur les VPN ? Est-ce que d'abord ça montre qu'il y a quand même une certaine éducation sur les solutions possibles aujourd'hui pour s'informer ? Alors oui, ce qui est étonnant, c'est qu'en même temps, il y a une augmentation des téléchargements d'applis VPN pour pouvoir récupérer les réseaux Facebook, etc. Mais en parallèle, il y a une interdiction quand même de la Russie d'utiliser les VPN. Alors j'arrive pas bien à voir comment ils arrivent à intégrer les interdictions et en même temps les augmentations d'installation des applis, sachant qu'ils ont aussi leur propre réseau Internet avec Runet, qui est moins abouti que celui de la Chine, mais qui néanmoins fonctionne. Oui. Alors on voit aussi qu'il y a eu une explosion de téléchargement de l'application Telegram. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut rappeler peut-être pour les personnes qui nous regardent ? Oui, c'est un Russe qui s'est émigré, qui a créé cette application, qui a l'avantage d'être vraiment cryptée de bout en bout. Ouais. Donc c'est très difficile d'aller tracer, d'une part les échanges, d'autre part les gens qui sont aux extrémités, dans un état plus surveillé que jamais. On est tous à la recherche d'un peu d'anonymat. Donc, Et comment ça se fait que cette application est disponible ? alors ça, je ne sais pas. Bonne question. Ouais. Bonne question. En fait, il y a toujours. Je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement russe peut interdire totalement. On a vu des images. D'applications. Effectivement, on a vu des images. On voit qu'en fait, les Russes arrivent à se procurer ces applications, mais s'ils se font arrêter dans la rue, on leur supprime toutes les applications sur leur téléphone. Est-ce que ça souligne quand même un point, une question plus globale de l'accès à Internet, Fabienne, dans un État en situation de guerre ? Oui, tout à fait. Et on est un peu dans un conflit, j'allais dire, entre une guerre des antiques, façon antique, avec des moyens anciens et notamment de communication de Poutine, et puis les moyens modernes et technologiques qui sont utilisés. En revanche, là, spécifiquement par rapport à ces VPN, il y a tout de même l'application Instagram qui vient d'être supprimée depuis mardi et qui pourtant est un facteur essentiel de vie économique pour beaucoup d'artisans, pour beaucoup de PME en Russie, et ça va certainement les toucher directement économiquement. Alors, on avait Stéphane Bordsmeyer en plateau hier, ingénieur expert R&D à la FNIC, qui nous rappelait aussi qu'Internet doit être un terrain neutre. Il faisait référence aux réclamations pour supprimer la racine d'Internet, à la racine d'Internet, les noms de domaine .ru, parce qu'il nous rappelait qu'en Russie, la réglementation s'est intensifiée. Rien de surprenant, en fait, c'est une réglementation qui existe partout ailleurs, comme aux États-Unis, de privilégier des noms de domaine russes pour des sites officiels. Est-ce qu'Internet peut rester neutre ? Comment répondre ? À un moment, il faut essayer de garder son calme. Ouais. Effectivement, l'humanité, elle est faite d'individus qui communiquent. Enfin, la force de l'humain, c'est d'être capable de communiquer. Si on commence à couper ça, on va dans le mur. Et en même temps, on n'a toujours pas trouvé la vraie réponse aux fake news, qui est clairement, je pense, le sujet sur lequel il faut se pencher de plus en plus rapidement. La technologie des fake news va plus vite que la technologie de détection des fake news. Oui, ça c'est le problème majeur, Fabienne ?
Oui, et puis il y a aussi un problème de. Alors, je ne peux pas parler de démocratie, évidemment, mais ce que met en place actuellement Poutine en fermant, en interdisant, etc., tous ces canaux de communication, c'est-à-dire qu'il crée un seul canal unilatéral où il maîtrise complètement la communication, où le mot guerre n'est pas utilisé, mais il n'y a pas d'interaction. Et finalement, il est en train de créer une forme de société fantôme où il n'y a pas de feedback et ça crée une société imaginaire. Et c'est là où, évidemment, on n'est pas dans la démocratie et par rapport à l'Internet libre et neutre, ça se pose là. Oui, oui. Donc effectivement, la question, c'est pas forcément d'aller derrière sanctionner, d'aller barricader Internet, mais plutôt de le libérer. De libérer, mais on aura toujours le problème à traiter un jour de comment il est utilisé. Alors on passe à un autre sujet, si vous le voulez bien. Actualité française cette fois, le site français Doctolib a annoncé une levée de fonds de 500 millions d'euros. C'est un financement qui valorise la start-up à 5,8 milliards d'euros. C'est assez exceptionnel. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que cette entreprise, elle est stable, Fabienne? Et est-ce qu'elle est rentable? On ne le sait toujours pas. Vous avez le bon mot, justement. J'ai trouvé l'information effectivement hier, c'est-à-dire que chaque euro est réinvesti. Donc Stanislas Niox-Château espère atteindre la rentabilité en 2024-2025. En attendant, ils font énormément de développement, mais je vais laisser intervenir aussi Alain. Doctolib fait un boulot remarquable depuis 9 ans. Ils vont très très loin dans le service rendu aux médecins. L'interrogation, c'est pourquoi ils n'ont toujours qu'un quart des médecins comme clients, sachant qu'il n'y a plus de concurrents. Bien. Donc ça pose une certaine question qui est... Alors, il faut effectivement développer de plus en plus de services pour rendre d'être de plus en plus indispensable pour les médecins. Ils font des choses très très bien sur comment on gère son agenda, comment on filtre ses patients, comment on organise son agenda par thématique, par discipline. C'est extrêmement bien fait. Je connais des médecins qui sont très très heureux avec ça. Néanmoins, il y a encore 3 quarts des médecins qui vivent tranquillement avec le coup de téléphone et leurs patients historiques. Donc, ils ont un vrai sujet. Comment développer, parce que pour être rentable, il faut un peu plus de clients ou vendre plus cher aux clients. Et quand on est médecin, on n'a pas forcément tous les moyens qu'on voudrait. Évidemment, on le sait, le Covid les a bien aidés. Mais à côté de ça, il y a DocPlanner. Une entreprise, je ne sais plus d'où elle est, qui est aujourd'hui dans 13 pays et qui fait 4 fois plus de visiteurs uniques mensuels. Et qui n'est pas en France. Le président disant lui-même que la France c'est fermé parce que c'est bien occupé par Doctolib. Donc en fait, la question n'est pas tellement d'avoir une super licorne française qui va très très loin, etc. C'est dans ces métiers-là, on est forcément mondial. C'est la même technologie. Il y a des médecins dans tous les pays du monde. Il y a besoin de prendre rendez-vous avec son médecin. Il y a des téléphones partout. Donc on sait prendre rendez-vous de manière en ligne. Donc c'est une technologie dont on a besoin partout. À mon avis, le vrai combat, et j'ai pas tellement lu de choses là-dessus, c'est comment va faire Doctolib pour occuper une place prépondérante, ne serait-ce qu'en Europe, avant même d'aller plus loin. DocPlanner sont partout en Europe, sauf en France et en Amérique latine. Est-ce qu'on sait qui a investi? Oui. C'est le même. BPI et Euraseo, qui sont les investisseurs de base, actionnaires. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire aussi qu'on n'arrive pas à pousser certaines frontières du côté du potentiel licorne française? Si ce sont les mêmes investisseurs, Euraseo et BPI, pardon, c'est pas n'importe quel investisseur. Je trouve plutôt bien, au contraire, de ne pas être obligé d'aller chercher de l'argent sur des marchés différents. Ça peut être aussi une question de souveraineté. Question de souveraineté. Donc, en l'occurrence, moi, je trouve ça très, très bien. Non, il n'y a pas de sujet. Enfin, si ces investisseurs sont tout à fait remarquables, il n'y a aucun sujet là-dessus. Il y a, encore une fois, le sujet de comment je fais pour développer mon chiffre d'affaires. Alors, ils vont vers la téléconsultation, etc. Donc, peut-être que la vraie solution, elle passe par un petit pivot du business model. Je garde mon parti réservation et prise de rendez-vous, mais j'ajoute des choses plus modernes. À voir. Ils ont déjà commencé. Et puis, la question que je laisse en plan, ouvert en grand, c'est l'internationalisation. Oui. C'est un métier mondial. Ça pose d'autres questions aussi quand même, cette accumulation de levées de fonds extraordinaires, de valorisation qui battent des records. Est-ce que... on a l'impression qu'on parle d'hypercroissance, on voit qu'il y a quand même des lacunes sur le vrai développement concrètement et la rentabilité de ces entreprises. Est-ce que on peut dire que c'est plus vraiment un gage de santé financière, un gage d'une économie saine quand on voit des chiffres pareils?
Twitter a mis plus de 10 ans avant d'être rentable. Facebook, je me souviens plus. Google, je me souviens plus. Enfin, il faut et Amazon, ça a mis très longtemps. En fait, je pense qu'on n'a pas le bon prisme. Mais les investisseurs le savent maintenant. Hein. On n'investit plus pour une rentabilité dans 2 ans, 3 ans. Enfin, on le fait encore, hein, mais pas sur le même genre de business. Il y a des business, et les GAFAM en sont le parfait exemple, qui mettent beaucoup de temps avant de devenir rentables, qui peuvent pivoter 2 fois, 3 fois. Et il faut donc que les investisseurs soient patients et mettent beaucoup d'argent. Donc, c'est pour moi pas du tout un signe de fuite en avant ou de température qui s'échauffe. Non, c'est juste que la réalité de ce genre de métier fait que il faut des temps de plus en plus longs. Votre avis sur ces hyper-croissances ? Fabienne ? Pardon. Oui. Non, je voulais justement rebondir sur ce que disait Alain, et on peut se rappeler aussi de Criteo, qui ont une dizaine d'années avaient pivoté 3 fois avant d'arriver justement le bon business model. Et je crois que c'est un petit peu toujours ce principe, c'est-à-dire de manque d'internationalisation au départ des startups et des entreprises en général françaises, et aussi un niveau de levée de fonds qui est jamais suffisamment conséquent pour vraiment avoir une prise de risque conséquente pour ensuite durer, quoi. En fait, avoir une pérennité et pouvoir avoir les reins solides en cas de pivot et en cas de développement. Mais on a l'impression qu'il y a toujours besoin de plus de cash, en fait. J'ai l'impression que ça se calme un petit peu sur ce sujet-là en disant c'est pas les levées de fonds qui font la valeur et la valorisation, et que il faut aussi derrière il y a des boîtes qui fonctionnent très bien sans faire de levée de fonds. Donc on est en train de calmer un petit peu le jeu, me semble-t-il, par rapport à ce principe. Une dernière réaction sur ce sujet, non, c'est Alain. Alors, avec Fabienne. Ok, alors on enchaîne. On enchaîne sur Vivatech, si vous le voulez bien, qui vient de dévoiler sa programmation. En tête de liste, la tech zéro carbone. Oui. Ouais. J'ai rien de particulier à dire. Nous verrons à Vivatech ce que nous pourrons voir. Enfin, voilà, ils surfent sur l'air du temps. On parle de NFT, on parle d'environnement. Mais pas tant de NFT. Alors, dans les grandes lignes, on a la mobilité de demain, le travail de demain, mais oui, on ne voit pas la NFT en tête de liste. Quoi. Non, ça pourrait paraître étonnant, ni le blockchain, ni ces sujets dont on parle énormément. Enfin, à un moment, Vivatech, c'est un salon. Ouais. Ce salon, ils peuvent avoir des conférenciers qui interviennent sur à peu près n'importe quel sujet, mais après, il faut quand même des entreprises qui prennent des stands et qui racontent une histoire autour de telle ou telle thématique. Donc, on se rend bien compte que ça, forcément, ça va. Il y a le souhait, je veux être à la mode. Il y a la réalité du terrain, c'est à Paris. Ça essaie de drainer l'Europe. Je trouve ça très très bien qu'on ait une alternative au CIS. 30 pays présents, a priori. C'est très bien. Enfin, on a une alternative au CIS, ça reste quand même 5 fois plus petit que le CIS. On ne parle pas exactement la même catégorie. Mais on est donc sur l'écosystème européen et on cherche sur chacune des thématiques importantes des choses à montrer. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça dit, Fabienne, cette programmation à peine dévoilée? Oui, parce qu'on a reçu effectivement hier un communiqué de presse. Moi j'attends mon accréditation aussi. Mais parmi les entreprises, enfin les boîtes qui vont dans l'innovation qui seront présentes, j'ai envie de faire le focus sur une personnalité que j'avais rencontrée qui s'appelle Barbara Belvisi et qui a un projet qui est assez futuriste et visionnaire, qui paraît assez dingue, qui est une première mondiale. Elle fait des biopods, c'est-à-dire ce sont des serres qui sont aéroponiques, c'est-à-dire c'est une forme de culture hors sol. Et pour la petite histoire, elle est soutenue financièrement par Bruno Maisonnier, vous savez, qui avait créé les robots Pepper, Nao, et qui maintenant a aussi une boîte d'intelligence artificielle formidable. Et bref, je pense que s'il y a un truc à voir parmi la course au zéro émission, c'est cette entreprise qui s'appelle Interstellar Lab, et qui est très prometteuse, et qui bosse avec la NASA et le CNES. Et qui fera l'objet très bientôt d'un reportage, ils le font demain d'ailleurs. Voilà, je vous tease l'information. Bon, alors on enchaîne, puisqu'on a encore un peu de temps avant de voir venir ce salon, sur le sujet des NFT. Je l'ai annoncé en introduction de cette émission. Alors j'aimerais bien d'abord commencer par cette actualité qui m'a intéressée, qui pourrait chambouler en fait le monde de l'art numérique. Yuga Labs vient de s'offrir le rachat de la collection d'avatars CryptoPunks, qui était auparavant détenu par son concurrent Larva Labs. Alors CryptoPunks, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des NFT qui s'arrachent comme des petits pains. Ce sont des visages qui sont pixelisés. Il y a des hommes qui fument une pipe, des matelots, des pirates, des extraterrestres, etc. On en voit un bout à l'écran.
En fait, cette opération, elle est assez intéressante parce que ce sont des œuvres qui, par exemple, on a vendu un des 9 extraterrestres qui existaient dans la collection, se sont acquises pour 23,7 millions de dollars. Donc on prend la dimension un petit peu de ce nouveau marché aujourd'hui. C'est une nouvelle économie numérique. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir des géants du NFT comme on a vu naître des géants du numérique ? C'est une bonne question. Je regardais effectivement... en 2017, quand ils ont créé la bibliothèque, on les achetait 25 $. Eh oui. Bon. Celui que j'ai vu à 25 $, je ne peux plus me l'acheter maintenant, Non. il est à 2,5 millions de dollars. Et il est à nouveau en vente. Eh oui. Bon. Les moins chers, c'est 150 000 à peu près. C'est ça. Ouais. Donc du coup, et donc c'est détenu par des particuliers qui revendent. Donc on est bien sur une logique décentralisée, où c'est chacun, si vous avez eu la chance, si vous aviez la chance et le nez creux il y a 5 ans de vous dire, c'est pas de l'art, hein, c'est des 24 par 24 pixels. Bon. Vous aviez la chance de vous en procurer un, ou l'envie de vous en procurer un, maintenant vous pouvez le revendre. Alors après, est-ce que ça peut être rattrapé par une plateforme ? Parce que c'est ça dont on dit. Est-ce qu'un grand faiseur peut être capable de centraliser ? Ça me paraît un peu contre nature. Ben, le fait est qu'aujourd'hui, on peut racheter des collections comme on rachète des collections d'art. On peut se retransformer à être Yuga Labs. Ça va devenir quand même un mastodonte une fois qu'ils ont fait cette acquisition-là. Un mastodonte. Oui, mais ils achètent la collection, ça ne veut pas dire qu'ils sont propriétaires des droits, puisque les droits sont à chacun des individus qui ont bien voulu en acheter. Oui. Donc ils deviennent gestionnaires d'une grande... Mais c'est un peu comme un studio musical. Oui. Il a des artistes. Et on a du mal à comprendre comment tout ça s'organise, parce que Ouais. c'est encore nouveau, effectivement. Mais donc, du coup, j'en reviens quand même à ma question de base. Est-ce que des acteurs comme Yuga Labs, on peut s'attendre à ce que ce soit, je sais pas moi, les Facebook de demain, en fait? C'est ça l'idée, En fait, je ne suis pas sûr. Ok. Je ne suis pas sûr parce que la valeur n'est pas tout à fait au même endroit. Ouais. Vous êtes dans un monde décentralisé où la valeur, elle est détenue par chaque individu. Donc, comment vous organisez tout ça? Et la bonne nouvelle des blockchains, c'est que vous n'avez pas besoin de plateforme pour les organiser. Vous avez des chaînes qui existent et vous pouvez passer d'une plateforme à l'autre. Donc, acheter d'un coup 10 000... je vais dire 10 000 NFT en disant, je ne sais pas quel est le modèle économique, comment ils font de l'argent sur les ventes des uns aux autres. Peut-être qu'il y a un peu d'argent à se faire, mais on est marginal. Donc je ne suis pas du tout sûr que le modèle plateforme, c'est très intéressant comme question, c'est le modèle plateforme qui est celui auquel nous sommes habitués depuis 20 ans, qui va forcément avoir une fin. Je vous mets à l'aise tout de suite, il y a un cycle partout, la plateforme va avoir une fin. Est-ce que cette fin est programmée par les blockchains, NFT, etc. ou est-ce qu'ils vont réussir à rebondir en utilisant ça? Je pense plutôt pour la première hypothèse. Alors, puisqu'on parle des géants du numérique, on peut parler de Meta. Mark Zuckerberg a annoncé l'arrivée des NFT sur Instagram lors d'une conférence à Austin. Donc, il a dit que ça arriverait sur Instagram au cours des prochains mois. C'est pas extrêmement précis, on peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Fabienne? Est-ce qu'on pourra acheter de l'art sur Instagram? Le lard ou pas de l'art, hein, ça dépend de la version d'Alain. Oui, on ne le voit pas là, mais moi j'ai pas mal de tableaux contemporains, je vais peut-être passer effectivement au NFT. Mais en revanche, on pourrait inverser par rapport à votre question précédente, c'est-à-dire que déjà Instagram, en fait, enfin Mark Zuckerberg, je veux dire plutôt, est en train d'intégrer cette possibilité, cette fonctionnalité d'achat. C'est une annonce officielle, hein, mais il donne très peu d'éléments. Il y a aussi un aspect où en fait il s'avance très peu, c'est-à-dire qu'il a certainement en mémoire la difficulté un petit peu cuisante de mettre en place Libra. Alors du coup, pour le NFT, il avance à pas de velours très certainement. Mais est-ce que c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que Zuckerberg pourrait intégrer l'achat de NFT et du coup, avec sa plateforme, en faire quelque chose qui soit du business, c'est-à-dire que ça inverse finalement la question précédente. Oui, donc en fait, le NFT ne rattrapera pas les GAFAM, quoi. Oui, alors intéressant quand même, il dit entre les lignes qu'on pourra créer son propre NFT sur Insta. Et je trouve ça intéressant. Oui. Ça donne la possibilité à tout le monde de prendre part à cette nouvelle économie numérique. En fait, dans la chasse, dans la ruée vers l'or, c'était bien d'être le fabricant de pelles. C'est vrai. Est-ce que d'autres GAFAM s'emparent du sujet, Fabienne? On a Twitter qui a proposé ça il y a quelque temps aussi d'intégrer les NFT sur sa plateforme. Non, me semble-t-il, Alain? Je n'ai pas suivi plus que ça. Mais on a du mal à voir comment ça va fonctionner ensemble. En fait, est-ce qu'ils vont être revendeurs? Est-ce qu'ils vont être distributeurs? Créateurs, a priori? Co-créateurs, oui.
outil de Il donne production. très peu d'éléments, hein, c'est-à-dire que Zuckerberg annonçait aussi qu'il y avait des tas d'éléments, de points techniques qui devaient être réglés avant que cela puisse se faire sans problème. Donc, encore une fois, il s'avance très peu. L'autre truc intéressant quand même, si vous avez un NFT, c'est bien de l'avoir. Hein, Fabienne, vous avez des tableaux. Mais pour une certaine catégorie d'individus, c'est bien de les montrer. Oui. Et où est-ce que vous les montrez ? Sur les réseaux sociaux. Oui. Et d'abord sur le futur méta, parce qu'en réalité augmentée, vous êtes partout. Alors là, les NFT, je vais vous montrer mes NFT, vous allez voir. Donc, mais je ne sais pas comment ça se monétise. En revanche, s'il permet de créer des NFT moyennant un peu d'argent, là, il va chercher une autre corde pour grandir avec des NFT qui, encore une fois, à mon avis, sont totalement décentralisés. Donc, ça va passer à côté. Le gros de l'argent va passer à côté. Donc on peut imaginer demain, on sera dans le métaverse de Meta qui aura réussi à aller au bout de cette histoire et on se baladera dans sa maison virtuelle avec son NFT accroché au mur. Voilà, et en disant je veux bien vous racheter votre NFT. Et là on pourra le faire via la plateforme, voilà. A priori. Ou Twitter. Ou Twitter, absolument. On verra ce qu'il en est. Un dernier mot pour conclure, l'application Ma Sécurité, on l'évoque rapidement, le gouvernement lance une application mobile pour joindre policiers et gendarmes. Elle permet de joindre via un chat les services de police et de gendarmerie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle renvoie également à des services de pré-plainte, à des cartographies des gendarmeries, des commissariats de proximité, des actualités. Les outils, ils étaient à disposition. On voit ça arriver aujourd'hui. Je ne savais même pas que c'était à disposition avant. C'est-à-dire on pouvait créer des applications, on pouvait relier, beaucoup essayer de créer des systèmes de sécurité. Par exemple, il y a eu beaucoup d'initiatives féminines pour créer des systèmes de communication. Alors, on voit arriver cette application aujourd'hui qui, a priori, a pour but de désengorger aussi les commissariats, de recréer un accès. De déposer une plainte. Ouais. Enfin, je ne sais pas si vous êtes jamais arrivé, j'espère que non. De déposer une plainte pour un cambriolage ou un vol ou n'importe quoi, c'est un enfer. Mais alors là, ce sera une pré-plainte, c'est-à-dire qu'on aura le chemin à suivre pour porter plainte. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas porter plainte sur l'application. Moi, ce que je comprends, c'est qu'ils ont une équipe qui vont valider la plainte. Parce que sinon, évidemment, c'est la porte ouverte à tout. Hein. Je prends mon téléphone et je porte plainte devant n'importe quoi. Oui. Donc, il y a une qualification qui doit être faite après. Ils ont prévu 17 personnes, ce qui me paraît à la fois très peu face à la ruée qu'on peut imaginer. Mais il y a un vrai, en termes d'expérience utilisateur, il y a un vrai point de l'heure à régler. Hein. Aller en commissariat déposer une plainte, c'est gravissime. Alors, il paraît que... Enfin bref. Et donc la solution, ce serait la technologie, Fabienne ? Alors, en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a certainement une histoire de synchronicité qu'il faudra réaliser entre l'appli virtuelle et la réalité au commissariat. Oui. Alors, j'ai testé hier, parce que ça, c'est pas gagné non plus. J'ai testé hier et elle est plutôt bien fichue. Du coup, j'ai même engagé un contact avec un inconnu, j'imagine un policier, en disant que je faisais un test tout simplement parce que je ne veux pas non plus les déranger. Et l'ergonomie est bien faite et la réactivité est parfaite aussi. De ce côté-là, pré-plainte, chat, c'est top. Bon, merci d'avoir pris le temps de tester cette application pour nous. Fabienne, merci à tous les deux d'avoir pris le temps de débriefer cette actualité tech. Aujourd'hui, Alain Staron, président cofondateur d'Artifil, et Fabienne Bila, conseillère en communication et stratégie numérique à l'Institut Sapiens. On poursuit et on termine avec notre rendez-vous à l'amorçage.